Dévoilement du complot relatif au plan du chaos et du marquage de l'humanité. Un des derniers documents présentés par l'auteur avant son assassinat. Le 15 décembre 1993, à Montréal, Serge Monast, de l'Agence internationale de la presse libre, dont les activités étaient uniquement axées sur le journalisme d'enquête internationale au niveau économique, politique, militaire et médical, dévoilait des informations si stupéfiantes qu'elles lui coûtèrent la vie. 9 ans après, ces informations se confirment les unes après les autres. Il est vrai qu'il était informé par des politiciens repentis, des agents des services secrets écœurés. Il recevait également des documents classifiés, ultra confidentiels, souvent anonymement ou transmis par des confrères situés aux quatre coins du monde. Serge Monast est né en 1945 et mort à Montréal le 5 décembre 1996. Journaliste d'enquête, poète, essayiste et auteur conspirationniste canadien. Disciple de l'essayiste québécois René Bergeron et de l'ancien commandant de la marine canadienne William Gaillard, Monast fut également proche des défenseurs du crédit social. Au début des années 90, il se consacre à la rédaction d'ouvrages complotistes sur le thème du nouvel ordre mondial et de conspirations ourdies par des sociétés secrètes, en particulier par les Illuminati. Il fonde l'Agence internationale de la presse libre, où il publie la plupart de ses enquêtes. Durant cette période, il s'était fait remarquer au Québec lors d'une entrevue avec l'ésotériste et ufologiste Richard Glenn, dans le cadre de son émission Ésotérisme expérimental. Cet entretien révèle un homme obsédé par l'idée d'un gouvernement mondial à propos duquel il met en garde ses auditeurs et les incite à la méfiance. En 1995, il fait paraître un document intitulé « Les protocoles de Toronto », un livre fait selon le modèle des protocoles des sages de Sion, où il dévoile l'activité secrète d'un groupe maçonnique, les 666, rassemblant tous les 20 ans les plus puissants de ce monde en vue de l'établissement du nouvel ordre mondial et du contrôle mental des individus. Se disant traqué par les hautes instances policières pour avoir trempé dans des réseaux d'informations interdites, Monast meurt d'une crise cardiaque le 5 décembre 1996. Les thèses de Monast circulent beaucoup clandestinement sur Internet grâce à l'artisan de la reprise de livres rares et introuvables, Lancoulous, pour la simple et bonne raison qu'elles sont censurées. Elles ont influencé notamment le pasteur protestant intégriste américain, Tex Morse. Certaines de ces enquêtes ont été rééditées par l'éditeur français Jacques Delacroix, les éditions Delacroix, lui-même disciple de Monast. Ceux qui trouvent sans chercher sont ceux qui ont longtemps cherché sans trouver, un serviteur inutile parmi les autres. Introduction. Depuis plusieurs années, il existe des projets sérieux visant le marquage des individus par laser sur le front ou sur le poignet. Mais aujourd'hui, les tireurs de ficelle du nouvel ordre mondial sont allés plus loin et sont à même de réaliser leur rêve de contrôle complet du cheptel humain. Comment ? Par l'injection d'une puce électronique à chaque être vivant. Tout est quasiment au point. Ce sera l'objet de la première partie de ce document. Ensuite, nous verrons pourquoi nos écoles ont produit une jeunesse qui, dans sa grande majorité, est, malgré elle, pourrie, viciée, sans foi, sans valeur morale, sans esprit de discernement, sans vie intérieure, ayant pour unique perspective celle de servir le système selon une morale antichrétienne et humaniste. Nous nous pencherons ainsi sur les formes policières et militaires constituées par les cadres du gouvernement mondial, cadres choisis parmi les brillants promus des écoles sans Dieu, des jeunes formés selon une idéologie particulière. Ce gouvernement mondial, au service de l'enfer, doit asseoir le fils de perdition, c'est-à-dire l'Antéchrist.
Il a besoin d'une force d'action multinationale omniprésente. Elle ne peut se constituer qu'à partir d'éléments nationaux. Le concept de monnaie électronique avant le marquage de l'humanité, une condition préliminaire, l'instauration de la monnaie unique et numérique. Depuis une trentaine d'années, les dirigeants des banques américaines et mondiales commencent à envisager un autre échange monétaire que celui du chèque. Le premier vice-président de la Fed déclarait en 1975 « Il faut absolument développer un nouveau système électronique d'échange sous peine de voir le système bancaire des États-Unis s'étouffer sous une avalanche de chèques. » On mit alors en route un transfert électronique de fonds au niveau international, la SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, établie à Bruxelles et comptant en janvier 1975 déjà 246 banques pourvues d'un système privé de communication pour la transmission de paiements et d'autres messages associés aux transactions bancaires internationales. Une femme d'affaires américaine a fait paraître en 1981 et en 1983 deux livres fort bien documentés sur le système monétaire 666 en cours d'élaboration. Elle écrivait « Quand le système monétaire tombera, ce sera le 666 système. Bruxelles, le quartier général de l'économie européenne, est le lieu où se trouve le centre principal de branchement du réseau international SWIFT. Ce centre a l'ambition d'étendre ce transfert de fonds au niveau international, c'est-à-dire pour tous et dans tous les pays. Ce centre de contrôle monétaire occupe 3 étages de l'immeuble de 13 étages du quartier général de la CEE, Communauté économique européenne. C'est dans cet immeuble que M. Elderman est en train de diriger rapidement les efforts en vue d'attribuer à chaque personne sur la Terre un numéro de 18 chiffres composé de 3 séries de 6 chiffres. Cet article indique que les informaticiens travaillaient sur un plan qui visait à attribuer des numéros à chaque individu sur la Terre. Ces derniers ont suggéré qu'un nombre chiffré pourrait être inscrit par tatouage au laser sur le front ou sur le dos de la main. Selon eux, cette marque internationale pourrait en finir avec toutes les monnaies. Aucun individu ne pourrait acheter ou vendre sans avoir l'attribution d'une marque chiffrée. Les capacités des ordinateurs du réseau SWIFT centralisé à Bruxelles sont telles que les initiés l'ont appelé The Beast, la bête. Ce gigantesque ordinateur à Bruxelles appelé la bête existe depuis la fin des années 80. Grâce aux cartes de crédit, il a été facile de mettre presque toutes les populations des nations industrielles et commerciales dans les mémoires des banques. Nous sommes liés à cette machine électronique par une ou plusieurs clés qui peuvent être notre numéro de sécurité sociale, notre permis de conduire, notre extrait de naissance, notre numéro de passeport. Chaque mouvement d'argent que nous avons fait et chaque penny que nous avons payé au service des impôts annuellement est enregistré. La capacité de cette gigantesque machine de Bruxelles était préalablement établie pour 2 milliards de personnes en 1989. Chaque individu membre d'une des nations industrielles est déjà dans cet ordinateur. Sont connus chaque déplacement d'argent effectué, tous les changements d'adresse réalisés, les emplois suivis, les revenus et le taux d'imposition. Dans ce programme, tout achat et toute vente doit se faire par ordinateur. Pas de devises, ni de monnaie, ni de chèques. Les entreprises bancaires et commerciales se sont d'ailleurs toutes converties au nouveau système de transfert électronique de fonds, entraînant dans leur sillage la grande masse des salariés et employés divers. L'idée initiale était d'établir cette gigantesque unification et planification monétaire par le moyen des cartes de crédit. Dans les années 80, on pensait que chaque personne recevrait un numéro tatoué sur son poignet ou sur le front. Ce numéro fourni par Bruxelles serait imprimé par un rayon laser sans qu'on ne le sente. Le numéro sur le corps serait invisible à l'œil nu et serait aussi durable que les empreintes digitales. Tous les articles commerciaux sont pourvus d'une marque à l'ordinateur. L'apparition il y a quelques années du code barre informatique s'est étendue rapidement sur la quasi-totalité des biens de consommation. Ce fut la première conséquence concrète, perceptible, du plan d'asservissement monétaire en cours.
Tout ceci s'est fait sans publicité, dans le grand silence. Nous y reviendrons. La caisse ordinatrice du magasin qui enregistre le numéro des articles enregistrerait également le nombre sur le corps de la personne, ferait automatiquement le total de ses achats et déduirait le montant de son compte spécial de droit de retrait. À l'époque, la marque sur la main ou sur le front devait s'effectuer selon la technique du laser. On devait imprimer par brûlure microscopique indolore, inaltérable et très précise le code informatique des données bancaires. On trouve des explications aux États-Unis, dans les grands centres de loisirs où l'on pratique perfidement cette parole de Jésus. Laissez venir à moi les petits enfants. À l'entrée du parc Disneyland, les parents règlent afin que leurs enfants puissent aller à telle ou telle aire de jeu. Rendu sur le lieu désiré, l'enfant met sa main dans une machine. Elle lit que l'enfant a payé. Elle le laisse entrer dans l'aire de jeu. Dans les grands centres de distribution, les clients n'ont plus à faire de longues queues devant les caisses, plus besoin de passer leur achat sur le tapis roulant. Pour emprunter un chariot, le client insère sa carte de crédit dans un logement spécial qui s'y trouve incorporé. À l'intérieur se trouve un lecteur laser de code barre robuste à l'épreuve des chocs. Ainsi, chaque fois que le client introduit un article dans le chariot, son prix est enregistré. Le paiement s'opère automatiquement par connexion du chariot à la caisse SAS de sortie qui lit la carte bancaire et vérifie la validité de son code. Le client n'a plus qu'à signer la facture établie par le lecteur code-barre de son propre chariot. Le premier supermarché sans caissière a été ouvert à Caen en 1994. Voici ce qui est peaufiné. Pour emprunter le chariot, le consommateur devra apposer sa main dans un logement spécial incorporé, comme les enfants le font déjà à Disneyland. Le lecteur optique lira les codes barres de la main gravés au laser. Si le client potentiel est dûment marqué, si son compte en banque est suffisamment provisionné ou s'il n'est pas classé parmi les exclus économiques pour raisons religieuses ou politiques, le chariot se libère et le client peut rentrer dans le magasin. Même système et passage à la caisse SAS enregistreuse afin que celle-ci puisse établir l'identité de la facture, ainsi que le numéro du compte. Il signe cette facture et c'est fini. Seuls les esclaves de la bête pourront manger et boire. Mais les mondialistes ont été peu à peu obligés de se rendre à l'évidence. La carte de crédit, par exemple, n'était pas à la hauteur du plan monétaire d'asservissement universel. Il fallait chercher autre chose. Dans ce contexte déjà bien avancé, il suffisait d'un pas de plus pour réaliser parfaitement la domination économique et monétaire du gouvernement mondial antichristique. Plusieurs individus travaillant en solitaire pour la divulgation de la vérité sur des sujets variés, inconnus du public, dangereux, ont décidé de se réunir et d'organiser à l'échelle nationale et internationale un réseau parallèle d'information et d'échanges de tout ordre. Ce, afin de freiner l'anéantissement des valeurs occidentales et de témoigner du complot qui s'abat contre notre monde chrétien. Dangereux, parce que les informations vérifiables à l'Agence internationale de la presse libre de Serge Monast démontrent la perspective pas très lointaine de notre condamnation et d'une volonté des ennemis de Jésus-Christ, Fils de Dieu, de nous pourchasser pour notre foi, notre refus de la société antéchristique actuelle, et finalement du désir de marquer du signe de la bête tous les individus de la planète, comme vous le verrez par la suite. Les activités de l'Agence internationale de la presse libre au Canada sont axées uniquement sur le journalisme d'enquête internationale au niveau économique, politique, militaire, médical et vérifiable. Leurs dirigeants ne peuvent pour l'instant pas être contactés pour des raisons que chacun devine, d'où la décision prise de diffuser ce que vous allez connaître. Même les informations qui seront portées à votre connaissance ont été obtenues avec beaucoup de difficultés de la part de certains journalistes. Plusieurs ont risqué leur emploi, leur sécurité et pour quelques-uns leur vie. Partie 1. Marquage de l'humanité. Le microchip biologique d'identification internationale.
donc la micropuce, microchip. Depuis l'apparition des codes barres en 1977, approuvés par l'ONU dès 1972, il y a une accélération foudroyante du plan de la synagogue de Satan, prophétisé par l'Apocalypse au chapitre 13, verset 8 et versets 15 à 18. La bête réussit à leur faire mettre à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une empreinte sur la main ou sur le front, et elle fit en sorte que nul ne put acheter ou vendre qu'il n'eût l'empreinte, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici réside la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Ce nombre est 666. Ces codes barres de type EAN intégraient le nombre 666 au moyen de 3 groupes de 2 barres plus longues que les autres, au début, au milieu et à la fin. Chacun des groupes est lu au laser comme un 6, ainsi obtient-on le chiffre 666 qui se surimpose sur chaque code barre. Ces 3 chiffres identiques s'ajoutent aux 13 chiffres fonctionnels. Le choix de ce nombre fut volontaire afin de dévoiler la réalisation de l'Apocalypse, précisément son chapitre 13. 6, 6, 6. Le code de 13 chiffres s'explique ainsi. 3 pour le pays et la région d'origine, 5 pour les producteurs, usines, ateliers, et 5 pour le produit, prix, date. Chaque chiffre est lui-même réalisé par une juxtaposition de 7 modules blancs ou noirs. Comme le nombre d'arrangements de 7 modules est très supérieur à 10, ce procédé permet d'utiliser simultanément 3 codes dits A, B et C. B est identique à A mais à l'envers. C s'obtient en inversant les couleurs de A. Le code A n'est utilisé que pour les 6 premiers chiffres de chaque étiquetage, ce qui permet de déchiffrer le code quel que soit le sens dans lequel les caissières des supermarchés présentent les paquets devant l'appareil de lecture optique. Afin d'éviter les doubles, tous ces codes sont attribués dans chaque pays par un diffuseur unique qui a fait du secret sa règle d'or, GenCode, filiale du diffuseur américain. En 1988, la ville de Singapour en Malaisie a testé ce système de marquage sur une population de 10 000 personnes. Pendant 3 mois, on a testé dans cette mégapole le remplacement des cartes de paiement par un code barre individuel lisible au laser. Le code était gravé pour moitié sur le poignet et pour moitié sur le front. Ron Steele démontrera que la technologie pour marquer, enregistrer et surveiller des gens existe par exemple aux États-Unis avec des prisonniers et même certaines prostituées séropositives. Le sujet que je développe à ce jour est basé sur des informations fournies essentiellement par la dite agence. Il est très important. Même les journalistes initiés ne pouvaient pas penser que l'information qui fait l'objet de cet article puisse exister. Il s'agit de quelque chose d'excessivement sérieux qui, du jour au lendemain, non seulement permettrait l'instauration d'un gouvernement mondial, d'un ordre mondial, mais rend possible le contrôle individuel, direct, de chaque individu sur la planète. Cette information concerne le microchip biologique d'identification internationale. Dans la nouvelle technologie de pointe qui va être utilisée, il est déjà pour arriver à un contrôle absolu de toutes les populations de la planète, les architectes du nouvel ordre mondial ont admis dans des réunions privées que sans l'avènement de l'ordinateur et de la haute technologie, la réalisation d'un gouvernement mondial n'aurait jamais pu être si proche. Parmi ces nouvelles technologies, les plus effrayantes qui soient, il y a le microchip biologique d'identification internationale. Qu'est-ce que c'est ? Les confrères américains ont réussi à obtenir des informations vérifiables grâce à des documents audio, des photographies, un dossier de presse complet provenant de publications produites par des journaux officiels et religieux depuis 1990. Ces informations démontrent l'existence d'un contrôle électronique direct de tous les individus sur toute la planète. On pourrait croire avoir affaire à de la science-fiction, mais la présence de documents écrits, de références à ces documents, et des documents vidéo provenant des compagnies qui ont mission de fabriquer ce produit-là ne laisse aucune alternative quant aux conclusions. Selon Terry Cook, journaliste chrétien d'investigation sur la côte ouest américaine,
celui-ci se référant à Them Well Lord, la technologie cachée derrière le nouveau microchip n'est pas très compliquée. Avec un peu de raffinement, il pourrait faire l'objet d'une grande variété d'applications humaines. D'une manière plus que concevable, un numéro pourra être assigné à chacun dès la naissance et faire partie de la vie intégrante de celui-ci jusqu'à sa mort. Vraisemblablement, cette puce électronique pourra être implantée sur le revers de la main et celle-ci pourrait servir de carte d'identification universelle, ce qui remplacerait les cartes de crédit, les passeports, les permis de conduire. À la fin de l'année 93, une compagnie américaine, la Destron ID Colorado, fabrique et annonce ses puces électroniques d'identification ID Chip globalement via Infopet et d'autres distributeurs américains et internationaux. Pour l'instant, ces puces sont utilisées pour retracer, contrôler et identifier les animaux de ferme, les animaux domestiques, les oiseaux, les poissons et tout produit manufacturé. Actuellement, ce nouveau système se répand à la vitesse de l'éclair sur toute la planète. Un exemple, celui de l'implantation du microchip sur les grands oiseaux coureurs d'Australie. Autruches, émeus et nandous sont l'objet d'un élevage commercial aux États-Unis. Zoan Parker, un spécialiste des ratistes ou oiseaux coureurs du Penn State Cooperative Extension à Lancaster, déclare que l'élevage de ces oiseaux reflète aujourd'hui les mêmes tendances que l'élevage du bétail dans les années 1800, qui commença également comme un marché limité à quelques éleveurs. Ces premiers fermiers savaient que les voleurs de bétail étaient un véritable problème. Plutôt que de marquer le bétail au fer chaud, ce stock d'oiseaux vivants est muni d'un microchip individuel d'identification qui émet un signal. Zoan Parker dit que c'est comme un numéro de sécurité sociale. Ce microchip est si petit qu'il peut être facilement introduit dans une aiguille hypodermique. Il s'agit d'un minuscule tube de verre, microprocesseur passif de 2 mm de diamètre et dont la taille mesure entre 10 et 12 mm. Peu après la naissance de l'oiseau, le microchip est injecté dans les tissus adipeux ou musclés de l'animal, ne causant aucun mal ou inconvénient à l'animal, selon Parker. L'oiseau peut alors être identifié par un lecteur de microchip portable. Parker ajoute: chaque oiseau doit être muni d'un microchip pour être transporté à travers les frontières des États ou être assuré. Il vous faudrait littéralement déchirer l'oiseau en morceaux pour arriver à ôter le microchip. En 1995, comme la plupart des gens le savent, le numéro d'assurance sociale se compose d'une série de 9 chiffres. Selon d'autres informations reçues tout récemment à l'agence, ce système sera tout prochainement remplacé avec l'aide de nouveaux ordinateurs par une série internationale de 18 chiffres numériques à cristaux liquides connus sous le nom de Mesh Block. Une configuration internationale qui permettra d'identifier n'importe qui sur la planète. Cette nouvelle série de 18 chiffres sera divisée en 3 parties, c'est-à-dire 3 séries de 6 chiffres chacun. Tout début 1994, ces implants de puces électroniques, aussi appelés transpondeurs, ont été partout répandus sur la planète pour le contrôle de l'industrie animale. Afin d'identifier l'animal, le numéro précis attribué à chacun, comportant le nom et l'adresse des propriétaires, un lecteur manuel envoie une impulsion radio de 125 kHz signal. Le transpondeur implanté renvoie le numéro attribué par retour, réponse en écho, au lecteur, donc scanner. Le scanner affiche aussitôt le nombre digital sur son écran à cristaux liquides. Un transpondeur, c'est un récepteur émetteur radio ou radar activé pour la transmission par la réception d'un signal prédéterminé qui peut provenir d'un lecteur au laser ou d'un équipement sophistiqué, émetteur ordinateur ou même par satellite. Selon le journaliste L. Cook, Implantable Biochip Technology, le nom complet de ce grain de riz est Destron ID Transponder TX1400LX. Dans son livre, il nous apprend que le coût d'un de ces grains de riz est d'environ 4,50 $.
Il cite dans cet ouvrage un article de San Diego Union du 9 novembre 1991 dans lequel un journaliste révèle que la ville de Los Angeles aurait voté un crédit de 123 000 $ par an pour fabriquer des implants sur les animaux familiers et inciter les propriétaires à en faire autant. L'objectif consisterait à réduire par ce système le nombre des animaux perdus qui coûtent cher aux villes. Dans un autre article tiré du Arizona Republic du 20 juillet 1989, on apprend qu'un certain Jack Dunlap proposerait d'implanter des puces électroniques aux jeunes enfants afin que leurs parents puissent les retrouver en toute occasion par l'intermédiaire des ordinateurs de la police. Ce journaliste américain précise: la technologie cachée derrière ce nouveau microchip n'est pas très compliquée et avec un peu de raffinement pourrait être utilisée dans une grande variété d'applications pour les humains. À cet effet, en 1995, une nouvelle version est en phase d'expérimentation sur l'être humain. Vraisemblablement, cette puce d'identification a de grandes chances de devenir le marquage électronique attendu, puisqu'elle pourrait être implantée sur le front ou le revers de la main et devenir la carte d'identité universelle. Par exemple, dans les magasins, il suffirait de passer le poignet au-dessus ou dans un scanner pour effectuer ainsi un débit direct sur un compte bancaire. Selon Ouranos, des expériences ont été faites aux États-Unis pour graver sous forme de tatouage invisible à l'œil le code barre sur la main de certaines personnes. Une nouvelle carte d'identité infalsifiable comportant une puce électronique permettra, une fois passée dans un lecteur, de connaître tous les renseignements sur la personne. Elle fera office de carte universelle d'ici l'an 2000. Déjà, la nouvelle forme de pointage électronique, remplaçant le ticket de métro et de bus dans certaines villes, préfigure le nouveau système de contrôle magnétique infalsifiable qui sera utilisé d'une manière universelle. On sait que de tels projets sont testés en ce moment même dans les bureaux d'études constitués et financés par la synagogue de Satan, voire la haute finance internationale. Cela paraît peut-être invraisemblable, mais il est aujourd'hui possible techniquement de contrôler directement et individuellement chaque individu sur la planète. Chacun d'entre nous avec ce système serait enregistré, et d'après les documents reçus, il est évident que ceux qui comptent l'implanter d'une manière obligatoire au niveau des populations sont en train de structurer les nouveaux paramètres internationaux, la nouvelle télémétrie économique, de manière à ce que tout individu qui n'aurait pas cet implant électronique ne pourrait ni acheter ni vendre quoi que ce soit sur toute l'étendue de la planète. Pour mieux comprendre ce que peut être le microchip biologique d'identification internationale, on peut chercher une définition d'après les compagnies qui ont reçu mission de la créer. Après avoir évoqué la Desprone ID Colorado, on pourrait aussi citer la multinationale Texas Instruments, la Tarovan, qui est la compagnie du système d'identification électronique aux États-Unis, mais aussi la compagnie Avid, qui fabrique un tag, c'est-à-dire une espèce de médaille d'identité qui est remplacée par la puce électronique et fait partie des sociétés construisant des appareils d'identification pour le monde vétérinaire aux États-Unis. La définition transmise par ces sociétés est la suivante. L'implant microchip d'identification est un appareil d'indiscrétion, d'abus de la vie privée, inséré avec une unité, un module, dans une petite région de la peau au moyen d'air comprimé. En d'autres termes, cette puce électronique, pas plus grosse qu'un grain de riz, doit être injectée à l'aide d'une seringue à air comprimé. L'inclinaison de cet appareil d'implantation est comme une aiguille hypodermique n'ayant qu'une pénétration limitée. Et elle ne pourrait aucunement opérer si l'angle ou la quantité de peau n'était pas appropriée. Cette unité émet un signal qui est digital et qui consiste en des jaillissements de 85 data bits. Cette puce produit donc un signal digital à des intervalles spécifiques. C'est un signal de localisation. La technologie de cet appareil est hautement sophistiquée, classifiée. Donc c'est une information technologique non publiée et elle n'est pas soumise aux transmissions digitales normales et analogues. Cet appareil fournit des informations vitales, de même qu'il sert de moyen de localisation. C'est-à-dire que l'appareil peut être codé, programmé, pour
pour fournir des informations complètes avec un numéro d'identification. De plus, il permet aux individus qui le manipulent de vous repérer où que vous soyez par un service de détection. Il y a ainsi, par l'implantation du microchip sous la peau, la possibilité de localiser tout individu grâce à l'émission du signal émis par la puce et capté par des satellites. Ces derniers retransmettraient l'information à un écran d'ordinateur, aux quartiers généraux des corps de police, au service de ce gouvernement mondial. Nous verrons plus loin que ces corps de police existent déjà. Une carte géographique intégrée dans le programme de l'ordinateur permettrait alors de localiser immédiatement l'individu recherché et de programmer une opération pour le trouver. C'est essentiellement dans cette perspective que sont lancés à foison les satellites aujourd'hui. Penchons-nous précisément sur la question des satellites au regard d'autres informations reçues par la commission d'études Uranos. L'objectif s'intitule « Une autoroute de données par satellite ». Il y a, chez les mondialistes de l'ONU et les financiers de l'ordre mondial, une volonté délibérée de faire de la planète un grand village. Il est pour eux un impératif que les endroits les plus reculés du monde soient reliés à une infrastructure mondiale grâce à un gigantesque réseau de 840 satellites. Ce projet est proposé par Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et par Craig McCaw, le roi du téléphone cellulaire. Tous ces téléphones ont déjà une puce intégrée qui permet de suivre à la trace leur possesseur, d'où une publicité effrénée pour leur diffusion. On sait que l'américain Loral Corp et 9 partenaires étrangers, dont le puissant groupe français Alcatel-Alstom, viennent de donner le coup d'envoi d'un système mondial de téléphonie et de radiolocalisation par satellite Globalstar, qui s'associera avec Bill Gates. Pour découvrir 98% de la population mondiale, la constellation Globalstar comprendra 48 satellites sur 6 plans orbitaux à l'altitude de 2390 km. Bill Gates prévoit ainsi un réseau gigantesque de 840 satellites gravitant sur 21 orbites différentes à une altitude de 700 km de manière à couvrir 95% de la Terre. On relèvera, outre le projet Globalstar, plusieurs concurrents dont le projet Iridium, fondé sur 66 satellites pour 1988. Projet qui présente la particularité d'être en avance sur les autres dans la réalisation technologique. D'après les documents en possession de certains journalistes canadiens et américains, et fournis à l'Agence internationale de la presse libre, le microchip a déjà été expérimenté et implanté dans des organismes de bébés, de militaires, de messagers du gouvernement et sur du personnel travaillant à la Maison-Blanche dans des sections de haute sécurité. On rapporte aussi qu'il fut autorisé pendant la guerre du Golfe et fut montré publiquement à l'émission très connue de 20 and 20 aux États-Unis en août 1991. Relevons parmi les projets diaboliques, celui d'implanter dans le corps de nouveau-né une puce électronique devant faire de cet individu un robot soumis au pouvoir de l'ordinateur avec lequel il sera branché. Bonum Chertanem de l'abbé Moureau dévoile que le malheureux contrôlé jour et nuit deviendra un esclave électronique. Commandé électroniquement, cet esclave pourra, sur l'ordre de ses maîtres, commettre tous les crimes qu'on lui imposera. Il apparaît donc qu'à l'heure actuelle, avec une technologie de cette trempe, on arrive à une possibilité du contrôle complet des individus sur la planète, qui permet l'instauration d'un gouvernement mondial sous l'égide des Nations Unies. Mais il y a pire. On sait aujourd'hui que des personnes travaillent au remplacement, dans la prochaine décade, du microchip par un biochip, une puce fabriquée à partir de protéines vivantes. À l'heure actuelle, le projet est déjà en stade d'expérimentation. Cette puce sera infiniment plus petite que le microchip et elle aura la capacité de renfermer une foule d'informations. Elle aurait le potentiel de pouvoir agir sur la mémoire ou la pensée d'un individu, d'où le spectre du contrôle mental. Est-il possible aujourd'hui d'agir sur l'être humain à son insu par la manipulation des états de conscience ? On peut facilement répondre à cette question en se référant aux états de haute suggestibilité sur le conscient qui permet l'action de l'hypnose sur l'inconscient. À titre d'exemple, la télévision devient un outil efficace pour ce genre de manipulation au moyen du subliminal. D'ailleurs, la CIA, qui travaille actuellement à l'installation de son propre canal de télé,
aura la capacité de transmettre à partir de transmetteurs aériens puissants pour interrompre toute programmation dans n'importe quel pays. Nous avons là la réalisation matérielle de ce verset biblique. La bête aura le pouvoir de faire parler les images. Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Pour les initiés qui financent des chercheurs sur des projets aussi macabres, une telle puce présente d'autres avantages. Tout pourrait y être inclus. Cette puce d'identification électronique humaine pourrait rendre réalisable une centralisation globale par un ordinateur central. D'où la possibilité de ne jamais perdre la trace d'un individu et de remplacer le système monétaire actuel. L'argent ne serait alors plus nécessaire, plus besoin de chèques, plus besoin de cartes de crédit. Tout fonctionnerait à partir de cet implant électronique sur l'individu. Ce serait un moyen fantastique de réduire les dépenses de l'État, des banques et de neutraliser une fois pour toutes l'ensemble des marchés de la mafia, du marché noir, le marché de la drogue et toute forme de transfert illégaux d'argent. Or, à la conférence annuelle du groupe Bilderberg de 1992 à Évian, en France, peu de temps après les émeutes de Los Angeles, Henry Kissinger a déclaré « Aujourd'hui, les Américains seraient scandalisés de voir les troupes de l'ONU rentrer dans les rues de Los Angeles afin de restaurer l'ordre. Demain, ces mêmes populations vont nous remercier à genoux pour un tel acte. Il est spécialement vrai que si l'on dit aux populations « Écoutez, il y a un danger extérieur énorme qui existe », et que l'on vote des lois en fonction de ce danger, que ce danger soit réel ou non, on sera capable de faire passer n'importe quoi et les gens l'accepteront pour le bien-être de leur sécurité. De la même façon, d'autres politiciens américains ont imaginé qu'à partir du moment où il y aurait un scandale sans précédent d'argent ou une terrible crise économique fabriquée de pures pièces qui jetterait toutes les valeurs monétaires à terre, le meilleur système de remplacement du système actuel et la meilleure parade pour empêcher un autre chaos serait l'utilisation d'une puce électronique d'identification. Selon eux, par cette puce passeraient toutes les formes de transactions, d'échanges nationaux et internationaux entre les individus. Des informations récentes confidentielles vérifiées par un ex-officier de la CIA dévoilent différentes données que le transpondeur pourrait fournir si cette puce électronique était implantée dans la peau. Le nom et la photo de la personne, le numéro d'assurance sociale internationale composé de 3 séries de 6 chiffres, chacun pour un numéro international de 18 chiffres. Des données au niveau des empreintes digitales, la description physique de la personne, l'adresse, l'histoire familiale, l'arbre généalogique, des informations relatives au travail et aux revenus de la personne, des informations concernant l'impôt et un éventuel casier judiciaire. Cette technologie déjà utilisée sur la planète dévoile une volonté d'exercer une dictature sur tous les individus. Il y a là une perspective de totalitarisme dont entend faire montre le futur gouvernement mondial à travers l'ordre mondial actuellement en cours. Il existe d'autres informations dans un rapport spécial sur la nouvelle technologie pour la surveillance par satellite. La sophistication et le raffinement des satellites est telle qu'il permet de repérer des imperfections souterraines, même de voir des vers sous le gazon. En utilisant des tours cellulaires et des satellites, l'animal domestique doté d'un microchip ou l'individu qui en a reçu un peut être repéré par satellite au moins à 10 pieds de l'endroit où il se trouve. 10 pieds sous terre. Par ordinateur et avec un système de scanner, la police de l'ordre mondial, qui est déjà la police actuelle, sera grâce à un tel équipement capable de retracer un individu sur toute la planète. On devine qu'un individu catholique, par sa seule foi au Christ, constitue un obstacle aux idées antichristiques de l'ordre mondial. Il sera classé comme un dangereux terroriste par l'ONU. Cet individu-là n'aura aucun moyen de se cacher sur toute l'étendue de la planète. Voilà pourquoi les Saintes Écritures nous préviennent de refuser le marquage. Par des renseignements complémentaires, on sait que les hommes au service de l'ordre mondial peuvent suivre par satellite 1 milliard d'animaux domestiques à qui on a injecté la puce. Qui, d'après vous, seront les suivants, sinon nous les hommes? Fin 1993, il y avait 24 Navstar, c'était des satellites, pouvant repérer n'importe quoi de l'ordre d'1 centimètre dans un rayon d'1 kilomètre. Vous pourrez trouver ces informations dans le magazine Forbes du mois d'octobre 1991. Mais le document ne développe qu'une parcelle de tout ce qu'ils sont capables de faire à ce jour avec une technologie secrète financée par des investissements de multinationales ou de banques centrales.
Vous comprenez ici l'objectif de Jean Conrad du complot contre l'homme, publié aux éditions Delacroix, édition Jacques Delacroix, disponible en France. Parmi les dossiers constitués à partir de fuites ou de révélations privées, on sait qu'un contrôle accru de l'humanité s'effectue au moyen de la surveillance au laser, des nouveaux permis de conduire, la nouvelle carte d'assurance maladie aux États-Unis et au Québec, le nouvel espionnage électronique par téléphone, le téléphone sans fil, les dossiers d'appels téléphoniques, le micro clandestin, les répondeurs téléphoniques et les boîtes vocales, le système électronique pour porte de garage, les enquêtes sondages téléphoniques, les disquettes d'ordinateur, les services des postes, les caméras vidéo, les dossiers d'impôts, dossiers scolaires, dossiers médicaux et de services sociaux. Par une crise économique, ils sont en train d'engendrer une crise sociale qui oblige déjà les gens à se diriger malgré eux vers une aide sociale. C'est un moyen légal qui ne paraît pas pour aller chercher une information complète sur tous les individus. Ce n'est pas tout. Citons le contrôle technologique du cerveau à distance, champs électromagnétiques, terminaux de vidéo et jeux vidéo, micro-ondes, des informations militaires et civiles, le contrôle par micro-ondes, basse intensité et complications biologiques, les nouvelles armes électromagnétiques. Des informations ont été obtenues sur la Banque mondiale de la conservation de l'énergie. Donc je répète, des informations ont été obtenues sur la Banque mondiale de la conservation de l'énergie. David Rockefeller et d'autres ont établi au cours d'une réunion du 13 septembre 1987 le découpage géographique du Canada au profit du nouvel ordre mondial avec carte géographique du plan mondial. Il y a aussi le plan technologique pour la chute de l'économie mondiale et l'anéantissement des fortunes individuelles. Le nouveau papier-monnaie avec barre magnétique invisible, la disparition des classes moyennes et la nouvelle télématique internationale au niveau du contrôle de l'économie mondiale. On vient d'ailleurs de finaliser en décembre 1993 les accords qui permettront d'arriver à un contrôle semblable. On pourrait aussi parler de la nouvelle surveillance électronique automobile qui s'installe sur les autoroutes et qui fait que les nouvelles voitures renferment des systèmes de repérage électronique de détection sans que les acheteurs en soient conscients. Si bien qu'un système militaire se met lentement en place et rend possible tout repérage de véhicules et d'individus par rapprochement avec le fichier central détenu par la police au quartier général où repose l'ordinateur. Les systèmes de détection sont si précis qu'on peut même savoir qui conduisait telle voiture à une heure précise en tel lieu. Il y avait fin 93 des mises en pratique sur certaines autoroutes en Californie. On met donc à l'heure actuelle sur l'ensemble de la planète un des réseaux les plus sophistiqués de détection qui permettra un système de surveillance sans précédent de tous ceux qui auront reçu ce nouvel emploi technologique, mais également de distinguer parmi les populations ceux qui l'ont refusé. Est-ce que vous êtes sur la liste ou pas? Avec ce nouveau microchip biologique d'identification internationale, il sera possible d'imposer un nouvel ordre mondial à l'intérieur duquel tous ceux qui n'auront pas reçu ou auront refusé cette marque d'identité n'auront aucun droit ni d'acheter ni de vendre, c'est-à-dire aucune possibilité de travailler, de recevoir un salaire, d'acheter un appartement ou de vivre comme locataire, de vendre des biens. Qui va accepter d'échanger des biens dans un régime de peur où tous les moyens d'échange seront bannis? Voilà pourquoi il a été décidé de rendre public ce genre d'informations, parce que le plan est si avancé que se taire, c'est être coupable comme les hommes politiques qui eux-mêmes sont au courant. N'oubliez pas que ces hommes politiques dépendent des prébendes des multinationales, lesquelles financent les programmes d'investissement de recherche qui ont abouti à la création de cette technologie de mort. Pourquoi ne disent-ils rien? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus de formation chrétienne et croient, je suis gentil, que ce système est pour le bien des populations. Il y a également été mis au point un microchip de traduction. Il s'agit d'une puce électronique qui permettra la traduction instantanée et simultanée d'une langue dans toute autre langue, soit au moins dans 61 autres langues et dialectes qui, par satellite, pourra être diffusé partout sur la planète en même temps. Ainsi, un dictateur mondial pourra s'adresser à toute l'humanité en même temps par le biais de ce nouveau produit de la technologie au service du nouvel ordre mondial.
Pour ceux qui se souviennent de certains textes remontant il y a fort longtemps, vous trouverez des correspondances avec l'anti-Babel. La Babel antéchristique du nouvel ordre mondial entend suppléer aux conséquences de la première Babel. Il existe aussi un autre système de contrôle de la population, la surveillance au laser. Un nouveau laser d'écoute électronique a été vérifié ou mis au point comme outil très spécial par les départements enclins à la surveillance, la CIA, le FBI et l'IRS, c'est-à-dire le fisc américain. Ces nouveaux dispositifs peuvent, en utilisant une fenêtre comme diaphragme, c'est-à-dire un écran de télévision, suivre et enregistrer toute conversation à plus de 20 000 lieues de distance. Au niveau biologique, le DNA est utilisé comme mémoire pour les ordinateurs et les implants de mémorisation. DNA, c'est pour l'ADN. Ceci devient de la biotechnologie. Or, la source de cette nouvelle biotechnologie, nous sommes rendus là, dedans, dans ce développement actuel, provient du tissu de bébés avortés, les fameuses cellules souches. Ces tissus et les protéines de mémoire sont des systèmes majeurs pour l'intelligence artificielle dans le marché actuel des ordinateurs. Voici ce qui est rapporté par le WinAke World du 26 juillet 1991. Le gouvernement finance à l'heure actuelle des expérimentations sur des bébés morts ou vivants. Les bébés avortés dans le 3e trimestre, âgés entre 6 et 9 mois, survivent habituellement au processus d'avortement. Ceci est d'autant plus important que les tissus utilisés pour les expérimentations doivent provenir de bébés vivants. Voici quelques moyens utilisés lors de ces expériences. On peut trouver cela dans un article du Dr Bernard Nathassen, publié dans l'édition du New York Garden de novembre 1991. En Suède, une procédure a été suivie par laquelle une femme enceinte est placée dans un état de sommeil. Le bébé localisé est amené jusqu'à l'utérus, afin de permettre au docteur de percer le crâne du bébé vivant et y aspirer du cerveau des tissus devant servir au système de maladie de Parkinson. Cette même procédure est pratiquée sur des bébés vivants pour leur pancréas, leur peau devant servir aux victimes qu'on appelle les grands brûlés. Ces bébés sont écorchés vivants. L'industrie de la recherche sur les tissus de bébés est une industrie mondiale générant des revenus de l'ordre de 8 milliards de dollars. Alors une note de... On pourra se référer aux travaux de l'admirable Jacques Brotchi. Le cadavre rapporte, demanda à Brotchi, qui aime le fœtus et le décortique pour en extraire les cellules souches. Voilà, donc ce fameux Jacques Brotchi, visiblement, aime décortiquer des fœtus. On sait aussi que depuis mi-1993, la clinique Sansan de Santa Barbara en Californie est sur le point d'importer de larges quantités de tissus fœtaux. La peau des bébés avortés provenant de Russie où les femmes avortent en grand nombre quand le fœtus est arrivé au stade de 7 à 9 mois. Ces fœtus sont ceux qui aujourd'hui fournissent le plus de tissus humains. Les experts nous assurent que ces tissus sont utilisés pour traiter les diabétiques. De quelle façon les architectes de l'ordre mondial comptent-ils s'y prendre pour instaurer le gouvernement mondial et assurer le contrôle et la surveillance directe de toutes les populations au moyen de l'implantation du microchip biologique d'identification internationale? Ces architectes sont les personnes à la tête de la finance internationale. Aussi vont-elles utiliser l'économie pour aboutir au chaos nécessaire afin de recréer un autre ordre humaniste amenant les nations à accepter de gré ou de force un gouvernement mondial par les Nations Unies. Des journalistes américains de la revue Monetary and Economic de mars 1993 ont révélé un document intitulé « Un gouvernement mondial par assentiment ou asservissement ». L'auteur est un dénommé Norman N. Friends, ancien spécialiste d'affaires au Colorado Office of Economic Development, auteur aussi d'un manuel de planification financière. C'est également un ancien responsable des prêts, officier chef des opérations dans une compagnie d'investissement et un expert notable dans le domaine de la finance et des investissements. M. Friends rapporte que les pressions pour un gouvernement mondial se poursuivent depuis des siècles, mais jamais encore avons-nous atteint le degré dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Des termes de l'ONU tels qu'autorité de loi, loi mondiale, sécurité collective,
Ordre mondial et nouvel ordre mondial sont des noms de code qu'emploie l'Establishment International en référence à leur plan pour un gouvernement mondial unique. Dès 1945, devant le sous-comité des relations étrangères du Sénat américain, le partisan d'un gouvernement mondial initié, M. Jean-Paul Warburg, établissait « Nous aurons un gouvernement mondial, que vous le vouliez ou non. La question est de savoir si le gouvernement mondial sera atteint par la raison ou par la force. » Il y a ceux qui proposaient une approche étape par étape. Henry Morgan, ancien secrétaire trésorier du CFR, parlait au nom de la plupart des initiés en disant « Nous pouvons difficilement nous attendre à ce que l'État-nation devienne superflu de lui-même. Le but que nous devons plutôt viser est l'acceptation dans l'esprit de tous les élus responsables qu'ils ne sont que les concierges d'une machine internationale en banqueroute qui devrait lentement être transformée en une nouvelle machine. » Ceci a été rapporté entre mars 1993 et mars 1994. En mars 1994, ces gens de la haute finance internationale viennent d'achever de mettre en marche la machine économique qui va permettre au niveau de tous les pays l'instauration d'un nouvel ordre économique. Ils ont donné un avertissement à 1 an d'intervalle jour pour jour, heure pour heure, aux deux puissances financières qui pourraient les gêner. Les États-Unis et le Japon. Par quels moyens ? Réponse, par un tremblement de terre. Monsieur Friends continue. L'ingrédient qui est dans cette formule est de mettre en banqueroute financière la machine internationale. En d'autres termes, après avoir endetté les États-Unis au-delà du raisonnable, ils veulent créer de pure pièce une crise économique extraordinaire qui contraignent les États, pour se sortir du paiement des intérêts de leur dette intérieure souscrite aux banquiers qui dirigent la finance internationale, à exécuter des coupes sombres dans leurs programmes sociaux afin de toucher directement les populations. Ceci contraindra, c'est fait en 1994, les États-Unis à se tourner vers le Fonds monétaire international de l'ONU et de la Banque mondiale qui imposeront cette condition, que les pays emprunteurs abandonnent leur souveraineté étape par étape afin de cacher ce scénario au peuple et électeurs. Voici les uniques raisons de Maastricht, du GATT, du libre-échange, des accords de Schengen. On obligera et on oblige alors ces pays à dépendre de l'ONU pour leur survie et donc des directives que l'ONU leur dictera. Ce qui est surprenant est que cette stratégie a été mise à l'avant par la première société secrète penchant vers la conquête du monde, les fameux Illuminés de Bavière qu'on appelle communément Illuminati. En effet, ce programme extrait d'une revue financière rejoint l'article 4 du Code des Illuminati. Article 4. Afin que les masses n'aient pas le temps de penser et de se rendre compte, leur esprit doit être orienté vers l'industrie et le commerce, ainsi toutes les nations seront avalées par l'appât du gain, et dans cette course ils ne verront pas leur ennemi commun. Nous avons là une explication de la flambée boursière des années 80 à 94. C'est une stratégie politique tout à fait connue, absorber l'attention de quelqu'un sur un point précis tandis qu'on est en train de préparer autre chose. C'est de l'illusionnisme. Comme nous sommes témoins de cette quête effrénée du profit dans l'industrie et du commerce, on ne se rend pas compte que les États sont dans un système financier en banqueroute qui est sur le point de s'écrouler. L'ennemi commun est le système bancaire global central, donc le FMI qui détient tous les prêts, réalisant ainsi ce qui est prévu par les Illuminati il y a quelques centaines d'années. L'article 6 du Code des Illuminati disait en effet « Nous, l'élite financière, allons bientôt entreprendre d'immenses monopoles, réservoirs de richesses colossales, actions, valeurs, fonds mutuels, rentes, sur lesquels des fortunes encore plus grandes, celles des masses, vont dépendre, à un tel point qu'ils tomberont jusqu'au fond avec les crédits des États, le jour suivant l'écroulement politique. » Donc, en arrivant à une crise économique majeure, qui ne touchera pas les institutions comme ce fut le cas dans les années 30, toutes les fortunes faites par les masses dans la spéculation se retrouveront du jour au lendemain évaporées. Dans ce mécanisme recherché par les architectes de l'ONU et du Nouvel Ordre mondial, les plus grands banquiers de la planète, l'objectif à réaliser, c'est que les nations et les populations à l'intérieur de ces nations se retrouvent ruinées du jour au lendemain en n'ayant plus aucune valeur financière. C'est de cette manière qu'il sera possible d'imposer un nouveau système
Pour accéder à ce nouveau système international, les gens devront accepter l'implantation d'un microchip biologique d'identification internationale, sinon ils ne pourront ni acheter ni vendre au niveau national comme au niveau international. Il faut bien comprendre que l'objectif n'est pas de ruiner les entreprises, mais de ruiner les États et les populations. L'écroulement économique planifié a été utilisé maintes fois à une petite échelle pour prendre le contrôle d'un pays. Mais maintenant, la grande finale est en préparation. Ils connaissent, grâce à certains pays qui ont subi cette thérapie de chaos, quelles seront les réactions futures des populations occidentales et américaines. On utilise ce qu'on appelle la stratégie du laboratoire. Par exemple, le cas de la Grèce, le laboratoire du nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, aidés par la technologie actuelle et les ordinateurs, ils sont capables de fabriquer de toutes pièces le complot d'une grande crise économique sans que les institutions financières, les grandes corporations comme les multinationales ne s'effondrent. On tentera de faire croire à leur effondrement afin de précipiter la débâcle boursière, mais ce sera faux. Comme les économies des pays sont en train de s'effondrer lentement à cause des dettes fabriquées et des intérêts à rembourser, les élus de ces pays se verront incapables de résoudre les problèmes. Le complot est mené de telle manière que les élus politiques déduiront, avant implosion, qu'ils sont perçus eux-mêmes comme étant les responsables de la faillite des États, et donc se battront pour nous faire la peau. Les élus perdant leur pouvoir par l'incapacité humaine de résoudre ce problème insoluble sans rejeter l'ensemble du système seront condamnés à se tourner vers l'ONU à défaut d'être déposés par le peuple. L'ONU exigera leur assimilation aux directives élaborées par les initiés du gouvernement mondial. Tout ceci sera fini en mars 1995. Ces élus multiplieront et augmenteront la fréquence de la crise par l'augmentation des coupures au niveau social. S'ensuivront des crises mondiales, des violences à l'échelle internationale. Les élus nationaux devront admettre l'ouverture de leurs frontières à l'immigration, la mobilité de la main-d'œuvre. Ce sera l'aboutissement des conséquences du libre-échange à tous les niveaux, la disparition des frontières nationales. L'objectif étant bien sûr d'augmenter les tensions intérieures entre les différentes ethnies et religions, de sorte que les pays en viennent à perdre le contrôle de leur sécurité intérieure. L'exemple chirurgical récemment dévoilé par l'ONU en Yougoslavie accrédite la réalisation de ce scénario dans quelques pays qui soient. Finalement, les populations se retourneront vers l'ONU, elles supplieront de faire quelque chose au niveau international. D'ailleurs, tout a été fait au cours des dernières années pour inciter les gens à reconnaître que l'intervention de l'ONU évitait aux nations d'entrer elles-mêmes dans des guerres terribles. La fabrication de toutes pièces de conflit en augmentant les tensions sociales a rendu les gens serviles à ce genre de démarche et d'aveuglement sur les intentions réelles des tireurs de ficelle de la secte onusienne. Cela fait partie d'une stratégie dialectique développée par des philosophes au XVIIIe siècle. Il y a là aussi une autre démarche visant à affranchir les États encore christianisés sur le plan de leur sécurité intérieure. En effet, pendant que les États sont affaiblis économiquement, socialement et sur le plan ethnique, les conflits créés géostratégiquement en différents points du globe, mais toujours loin des pays occidentaux, ont permis à l'ONU d'envoyer des forces multinationales composées des soldats appartenant aux pays visés selon le plan exposé plus haut. L'avancée du plan est d'ailleurs effectuée en parallèle avec la multiplication des conflits exigeant l'envoi des troupes multinationales. Vous remarquerez ainsi que la situation sociale se désagrège en France alors que nos troupes d'élite sont envoyées en Somalie, au Rwanda, en Yougoslavie. Évoquant la Somalie, on relèvera que la situation a été rendue explosive maintenant grâce à la complicité des organisations supranationales telles que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Depuis la guerre du Golfe, les conflits éclatent les uns après les autres, requérant la présence de troupes sans cesse renouvelées, tandis que le plan suit son cours et que les pays occidentaux sont vidés de leurs forces militaires. C'est pourquoi j'avais employé l'expression d'étincelle dans mon premier ouvrage. Il est aussi à remarquer que les forces américaines sont dispersées un peu partout dans le monde, faisant partie de la nouvelle force de police planétaire sous le contrôle de l'ONU. Les grandes lignes de ce transfert des forces militaires américaines et européennes se trouvent dans le programme Freedom from War, qui démontre ce qui se passe. Le programme des États-Unis pour un désarmement complet et général dans un monde pacifique établi par le président Kennedy, publication 72-77 du département d'État qui devait s'effectuer en 3 phases, propose en phase 2 la force de paix de l'ONU
sera établie et renforcée progressivement à partir du matériel militaire américain. Cette phase 2 est précisément le stade où nous nous trouvions en 1994, c'est-à-dire sans que personne ne s'en rende compte, la majeure partie des forces militaires et des installations militaires américaines sont en train de passer lentement sous le contrôle des Nations Unies au niveau international, comme des bases militaires, et non plus comme c'était le cas auparavant au profit d'une seule nation qui était les États-Unis. Les États-Unis vont donc rentrer dans le rang eux aussi. Soyez assurés que le désarmement militaire progressif contrôlé continuera jusqu'au point où aucun État, incluant les États-Unis, ne possédera la force militaire nécessaire pour s'opposer et défier l'autorité progressivement renforcée de l'ONU. C'est pour ça qu'actuellement on parle de l'arrêt complet des bombes atomiques et le démantèlement soi-disant complet de l'arme atomique. Il s'est organisé par l'ONU pour que les gens ne puissent plus se défendre. Au train actuel, c'est un fait que les forces militaires placées sous le contrôle de l'ONU, même les États-Unis en tant que nation, n'auront plus de forces militaires propres pour s'opposer à l'ONU. Voilà. Le résultat est que chaque pays subira et exécutera les oukases de l'ONU par crainte des forces multinationales. La dispersion planifiée des forces américaines aux quatre coins du monde et les coupures dans le budget de la défense rendent ce plan quasiment achevé. En même temps qu'est organisée internationalement la chute de l'économie, on constitue une nouvelle force de police nationale à travers l'Amérique et une nouvelle force de police militaire internationale. Fin de la partie 1. Et maintenant, début de la partie 2, la police du New Age, ou police du Nouvel Âge. Dans un tel scénario, il est programmé que les forces policières seront impuissantes à résoudre les violences provoquées par une immigration massive et une crise sociale. Elles feront appel à une force militaire, décimée pour les raisons qui viennent d'être évoquées. On devra bien faire appel à des formes multinationales sous l'égide de l'ONU afin d'établir la paix et la sécurité dans les nations en guerre civile. Toutes les nations se dirigent à ce jour vers un éclatement intérieur. C'est précisément dans une perspective de troubles sociaux mondiaux qu'a été mis au point par le président Clinton, sur ordre de supérieurs inconnus, donc des francs-maçons de haut niveau, une force de police de 100 000 hommes pour s'attaquer à la criminalité, la nouvelle force de police nationale de l'Amérique du Nord. Cette force est en train de se mettre sur pied à la vitesse de l'éclair. L'intervention de cette police dans le drame de la secte de Waco a été une expérience menée pour constituer un exercice. Le choix de cette secte religieuse fut fait par hasard, dans l'objectif de contraindre des groupes religieux plus importants à accepter un nouvel ordre et un nouveau chef spirituel. Le vrai but de ce raid raté était de permettre à l'establishment de présenter cette force de police comme quelque chose de bien. L'objectif était de faire accepter un tel élément aux yeux du public comme efficace pour la sécurité. En réalité, cette nouvelle force de police nationale aux États-Unis est une consolidation d'agents de la CIA, du FBI et de la DEA, donc CIA, FBI et DEA, et autres agences policières et gouvernementales. D'après un officier des services secrets de l'armée américaine, que nous appellerons Mark, ces forces sont maintenant appelées la police MJTF, c'est le détachement spécial multijuridictionnel de l'ONU. D'après Mark, et un rapport complet fourni à l'Agence internationale de la presse libre de Serge Monast, leur mission est d'effectuer des fouilles et des saisies maison par maison, la séparation et le tri des hommes, femmes et enfants en grand nombre, le tri et le transfert dans des centres de détention et le bon fonctionnement de tels établissements. C'est, vous savez, les fameux camps de la FEMA, voilà, l'administration des camps et des prisons aux États-Unis. Il existe dans cette même veine d'information un rapport qui touche au programme pour l'établissement des camps de concentration aux États-Unis. Ces camps n'ont rien à voir avec ceux de la Seconde Guerre mondiale. Un rapport de 50 pages existe à l'agence avec les placements géographiques des camps en question, destinés à recevoir les ennemis du futur ordre mondial, c'est les fameux camps de la FEMA. Sous le président Reagan, on avait déjà commencé à mettre en place 11 centres de détention fédéraux en Floride, en Virginie, en Géorgie, dans l'État de New York, dans l'Arkansas, dans l'Arizona et en Californie.
Notre contact Marc expliqua aussi comment le MJTF, qui travaille avec l'ONU, travaille également en conjonction avec le FENC, Federal Emergency National Center, qui est le nouveau stade de force de police de l'ONU. L'une des particularités des membres du FENC est que tous leurs uniformes sont noirs avec aucun signe extérieur d'identification. Les jeeps, les hélicoptères, les camions militaires sont noirs. Le FENC est composé de polices militaires et secrètes dont le nombre se chiffre à 300 000 aux États-Unis. Leur uniforme est l'habit de combat classique noir. Ils portent une armure anti-balles noire et un casque spécial en noir. Un suivi des événements du drame de Waco aura permis de remarquer que les forces du MJTF ont été épaulées pour finalement être remplacées par les forces du FENC. Bon, derrière, forcément l'ONU. En novembre 1990, le président Bush père, a signé un ordre exécutif qui transférait un tiers des véhicules de la réserve aérienne stratégique des États-Unis au FENC à un coût de 12,8 milliards de dollars pour le contribuable américain. Ils ont été peints en noir et ne portent aucune identification. D'après cet officier, appelé Marc, le niveau final des forces militaires qui a été structuré en 1993 sont les groupes de combat de l'ONU à l'intérieur des États-Unis. Ces troupes sont situées à la frontière de la Californie et de la Virginie. Ils ont des groupes de combat équivalents à 34 000 hommes. Dans la région de Sacramento, toujours en Californie, se trouve une autre force de 40 000 hommes au sud de Los Angeles, un contingent de 22 000 hommes, soldats de l'ONU. Marc ajoute que du Montana jusque dans le territoire canadien existe un groupe de combat de 37 000 hommes qui est divisé en 2 brigades d'infanterie mécanique EEC, 2 brigades d'infanterie mécanisée standard, la première division d'armée canadienne et une brigade de sécurité légère japonaise. La présence des troupes de l'ONU russes, yougoslaves, roumaines et coréennes sur le sol américain et canadien a été rapportée par plusieurs sources. Où garde-t-on ces troupes ? Dans les bases militaires qui sont supposément en train de fermer. Par exemple, avant de quitter la présidence alors qu'il était à l'ONU, le président Bush transféra la gare de Fort 10 aux autorités de l'ONU pour servir de camp d'entraînement. Voyons maintenant quelle est l'idéologie qui forme ces nouveaux corps d'élite internationales, mais aussi les membres des services secrets. Autrement dit, qu'y a-t-il derrière l'émergence d'un nouvel ordre mondial, d'un nouveau corps de policiers ? Un policier travaillant depuis 20 ans dans la police américaine a, sous un pseudonyme, fait parvenir le texte complet d'une conférence de très haut niveau prononcée dans les années 90 pour la formation des cadres du gouvernement mondial de l'Amérique du Nord. Le policier fait également part de son expérience personnelle afin de sensibiliser l'opinion, par l'intermédiaire des journalistes d'investigation. Donc ce policier qui a fait fuiter des informations sur le nouvel ordre mondial, informations imperceptibles à l'œil nu, à moins de faire partie de ces différents corps-là. La question que pose ce policier, qui a volontairement changé son nom pour des raisons de sécurité personnelle, est tout d'abord celle-ci. Y a-t-il des juges, des procureurs et des policiers qui aujourd'hui commettent des actes malhonnêtes pour incarcérer des individus ? À cette question, il répond « Je réponds sans équivoque que oui », puis il explique pourquoi. Toutefois, il écrit « Mais il est permis d'espérer que ce n'est pas fait sans une juste cause. La véritable immoralité existe quand la cause n'est pas juste. » Afin de mieux comprendre les réponses qu'il apportera, rappelons que jusqu'ici, le droit, l'organisation des États en Occident, était basé sur une idéologie chrétienne. Au nom de cette idéologie chrétienne, on faisait passer le bien et la protection de l'État en priorité. Cette idéologie qui s'est transformée à l'heure actuelle sans que les populations s'en aperçoivent. La nouvelle idéologie qui justifie le nouvel ordre mondial doit passer avant n'importe quoi. Au nom de cette idéologie, n'importe qui faisait partie du pouvoir judiciaire et militaire. N'importe qui faisant partie du pouvoir judiciaire et militaire peut perpétuer quelque acte criminel, que ce soit parce que le but visé est juste. La fin justifie les moyens selon ces gens-là. Après plus de 20 ans de service auprès de mes compatriotes américains, j'ai réalisé ce qui était la réalité. La vérité est qu'aujourd'hui, plusieurs juges, avocats et officiers de police sont des dévots de la religion de l'humanisme séculier. Or, la base idéologique de tout ce qui va composer le nouvel ordre mondial est justement assise sur un humanisme centré sur le culte de l'homme,
c'est la déification de l'homme en tant que centre de l'univers, placé au-dessus de toute loi. C'est la philosophie de base de l'humanisme séculier. Le texte de la conférence, faite en privé en 1990 et adressé par le policier, précise « Certains de nos membres, la plupart à cause de la peur, n'admettront pas que ce nouvel humanisme est une religion. Ils ont peur d'être traités comme ces soi-disant chrétiens le furent sous la doctrine de la séparation de l'Église et de l'État. Une telle erreur eût été fondée si nous étions en 1970. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, la raison étant que les membres des corps policiers et militaires sont pour la plupart sous le contrôle des agences et organisations principales. Il y a 15 ou 20 ans, l'idéologie chrétienne aux États-Unis était dominante. Ceux qui contrôlaient les différents postes du gouvernement, du militaire, du judiciaire, de la police, des différents ministères gouvernementaux avaient une formation chrétienne. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'humanisme triomphe et les postes cités précédemment sont occupés par des membres du New Age et du Nouvel Ordre. Le conférencier continue et dévoile la suffisance des ténors officieux de cette secte humaniste. Mon sentiment est qu'en ce moment, nous les bergers, nous devons ouvrir les yeux de nos troupeaux et choisir plus en profondeur ce que nous pouvons amener au XXIe siècle. Tous ceux qui nieraient que notre religion n'est pas une religion valide devraient retourner voir leurs devoirs. La Cour suprême des États-Unis a décidé que c'était une religion. Il y a quelques années, dans des causes célèbres, la Cour a statué que la croyance en l'humanisme, le rejet de l'idéologie chrétienne, était aussi une religion acceptable. La croyance fait référence à une certaine vision universelle de la vie, du monde et de l'humanité. Dans son ensemble, la Cour suprême des États-Unis a décidé qu'une religion peut être n'importe quelle vision du monde, avec ou sans référence à Dieu. J'espère que ceci aidera les autres à comprendre notre foi. Le conférencier poursuit. Néanmoins, ceci n'est bien sûr pas le point principal de ma conférence. Je souhaite traiter des abus auxquels font face les policiers qui souscrivent consciemment ou non aux tenants moraux de notre religion, de ce qui a trait à l'éthique ou à la morale. Partout dans notre société, nos dévots endurent d'horribles discriminations de la part de chrétiens, constituant aujourd'hui une faction très petite de la société. Cette discrimination contre nous, humanistes, survient quand nous exerçons notre pratique religieuse et appliquons notre morale dans notre activité professionnelle. Pourtant, des autres le font sans aucune discrimination parce qu'ils sont chrétiens. Heureusement, notre religion humaniste affiche le plus haut taux de croissance dans toute l'histoire, et la nouvelle génération à l'intérieur du système judiciaire, incluant les policiers qui souscrivent à de saints principes, sont maintenant à des postes administratifs, ce qui profite à tous. Ceci nous donne du pouvoir, même s'il existe beaucoup trop de discrimination contre un principe des plus importants de notre religion, à savoir l'éthique de situation. L'éthique de situation étant la morale pragmatique. L'éthique est en principe un code de morale, de valeurs chrétiennes délimitant des frontières à ne pas dépasser. Avec la formation de cette nouvelle idéologie qui pénètre toutes les couches sociales des États-Unis, mais surtout au poste décisionnel de chaque corps de métier, qu'entendent-ils par ce principe d'éthique de situation ? Je crois que l'éthique de situation, c'est un livre écrit par un certain Weber. Il y a l'éthique de la morale et l'éthique de la situation. Donc, le conférencier, qu'entendent-ils par ce principe d'éthique de situation ? La suite de la conférence nous éclaire. Le principe de l'éthique de situation ou de morale permet à l'individu de se concentrer correctement sur le but qu'il veut atteindre. Moralement parlant, peu ou pas d'importance ne doit être accordée à la méthode et aux moyens, puisque rien ne surpasse le but en importance. Donc l'éthique de situation, c'est la fin justifie les moyens. C'est en d'autres termes l'application du principe connu, la fin justifie les moyens. Je pense que le principe de la morale de situation est le mieux décrit en examinant la définition légale de la morale et de l'éthique telle que donnée par nos compatriotes communistes. C'est-à-dire que l'éthique est contraire quelque part à la morale. L'éthique est tout simplement une morale progressiste, une morale, on va dire, de supermarché qui s'adapte en fonction. C'est une éthique pragmatique, une éthique de la praxis, et on vise un but. On entrevoit le lien ténu entre les idéologies communistes maçonniques du XVIIIe siècle et celles de l'Allemagne hitlérienne. Il s'agit d'une même idéologie présentée de trois manières différentes. C'est une idéologie, on va dire, liquide, qui épouse toutes les formes. Le même personnage qui occupe un poste très important dans l'administration gouvernementale américaine poursuit. Nous pouvons apprendre beaucoup de la dévotion des communistes
Les marxistes ont par nécessité pragmatique épuré plus de 90 millions de gens dans la poursuite de la mission la plus noble de l'homme, c'est-à-dire la paix mondiale. Ce qu'on appelle le constructivisme. Quand on entend cela enseigner à l'élite des corps de la police et de l'armée multinationale, on imagine jusqu'où ces gens sont capables d'aller pour imposer le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que la bonté, la sincérité et l'honnêteté ne suffisent pas. Voilà. Seule la vérité et l'amour, c'est ce qui compte. La bonté, l'honnêteté et la sincérité ne suffisent pas. Quelle personne intelligente pourrait appeler immoral quelques moyens utilisés pour parvenir au plus important des buts ? Il n'y a rien d'immoral d'éliminer des gens si on le fait au nom d'une paix mondiale. Dans nos grands manifestes humanistes signés en 1963 et 1973, nous appliquons nos principes moraux qui sont les mêmes que les principes marxistes, mais mis de l'avant de manière beaucoup plus concrète. Voici un bref sommaire de nos croyances sur l'éthique et la vérité. L'éthique, les valeurs morales, tirent leur source de l'expérience humaine, donc du pragmatisme, c'est une éthique de situation. L'éthique est autonome et situationnelle, ne nécessitant aucune sanction idéologique ou théologique. Nier ceci équivaut à nier la base même de la vie. C'est-à-dire que l'éthique est une morale de l'instant, une morale en évolution constante et permanente. Ce qui était vrai hier ne l'est plus. Aujourd'hui, on fait progresser la société toujours dans un sens. Voilà, il faut donc réaliser le bonheur de l'humanité malgré elle. Ce sont exactement les mêmes définitions que l'on trouve dans les textes de Weishaupt de 1740, fondateur des Illuminés de Bavière et travaillant pour Rothschild, ainsi que dans les revues du Grand Orient de France, sous la coupe des Illuminés de Bavière. Nous vivons une... Donc alors ça, c'est dans les revues du Grand Orient de France et dans les textes de Weishaupt. Je cite, « Nous vivons une bonne vie et maintenant, autorité et vérité. Nous rejetons les caractéristiques de la morale religieuse traditionnelle, qui nie aux êtres humains la totale appréciation de leur potentiel et responsabilité. Les religions traditionnelles offrent souvent du réconfort aux humains, mais souvent elles les empêchent de s'aider eux-mêmes ou de vivre leur plein potentiel. C'est-à-dire que les religions sont accusées d'être culpabilisantes. Or, quand on est dans la religion du nouvel ordre mondial, ce qui compte, c'est la conscience personnelle, l'éthique individuelle. Nous serons soi-disant jugés par notre propre conscience, puisque nous faisons partie soi-disant du grand tout. Donc une vision tout à fait déiste, mais surtout moniste et panthéiste du monde. Alors, je reprends les citations. « Nous ne pouvons découvrir aucun but divin ni aucune providence pour l'existence humaine. Les humains sont responsables de ce que nous sommes et de ce que nous allons devenir. Aucun Dieu ne va nous sauver, nous devons nous sauver nous-mêmes. » On comprend pourquoi les initiés ont choisi les États-Unis. C'était la nation la mieux structurée, la plus apte à imposer l'ordre mondial à l'humanité. Ceux d'entre vous qui pratiquent le christianisme sélectif sont plus près de notre foi que des superstitions des secoueurs de Bible d'antan. Le christianisme sélectif sont ceux qui, étant catholiques, choisissent les bonnes paroles avec lesquelles nous sommes d'accord et rejettent celles qui condamnent le plaisir terrestre et les enseignements de l'Église catholique. Ne croyez-vous pas que sous cet aspect nous sommes identiques ? Votre foi est basée sur ce qui est bien selon le désir de l'homme, c'est-à-dire de la conscience individuelle et non pas de la conscience de ce que Dieu veut pour l'homme. La foi est valable, la religion chrétienne est valable, si vous croyez à votre système que nous vous imposons depuis 20 ans. Si vous ne nous combattez pas, c'est que vous croyez à nos valeurs parce qu'il n'existe aucun milieu. Donc une vision gnostique d'unification des religions par le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire l'individu. Je reprends la citation. « Nous, humanistes, admettons qu'il n'y a pas de Dieu, que seuls les désirs de l'homme sont importants. Vous, dirigeants de ces chrétiens sélectifs, prêchez que votre foi est basée sur certaines parties de la foi de Dieu, mais en réalité, la majorité de votre foi est basée sur ce qui est agréable ou fait votre affaire. Finalement, en intégrant ce que nous, humanistes, voulions réaliser depuis 18 siècles, vous êtes arrivés à vous fabriquer une nouvelle religion centrée sur les désirs de l'homme. Vos chefs religieux prêchent les droits de l'homme et par là même cautionnent notre ordre mondial. » Les fameux soi-disant pape François, les soi-disant évêques. Il est évident que le gouvernement américain fonctionne selon les principes dirigeants de l'humanisme. Quels sont ces principes ? La ruse, le mensonge,
La tricherie, le vol, le meurtre, l'hypocrisie, les tournures de pensée, tous ces moyens sont moraux s'ils nous permettent d'atteindre nos buts essentiels. Voilà la vraie vertu. Quel est le but essentiel? Réponse: l'établissement du gouvernement mondial. Un récent exemple a été donné dans la guerre de l'Irak contre le Koweït. C'est donc la seconde guerre du Golfe. Plus de 250 000 individus ont déjà perdu leur vie, et plus encore meurent chaque jour afin d'atteindre un but supérieur. Le but de tous les grands leaders humanistes est la paix mondiale à travers le gouvernement mondial. Et donc la conscience mondiale et l'actualité mondiale. On peut éliminer des nations, des peuples entiers, si c'est le bien de tous, selon nos vues. Cet enseignement du nouvel âge est la raison pour laquelle, par exemple, il est possible qu'un officier de police d'allégeance humaniste risque sa vie pour sauver un membre de la société un jour, et que le jour suivant, le même policier mente lors d'un procès afin de remporter une affaire importante. Ceci ne doit pas être considéré comme immoral, étant donné les standards éthiques sur lesquels le policier base sa moralité, en ce que la fin justifie les moyens. C'est ce que Weishaupt disait, la fin sanctifie les moyens. Soyez pervers, soyez menteurs si c'est pour le bien, voilà la moralité de ces gens-là. Bien des gens ne comprennent pas que c'est la raison pour laquelle les présidents et leur état-major, les membres du Congrès et autres tenants des postes leadership mentent et trichent pour le plus grand bien de la société et donc du système. D'après cet initié, ceux qui sont à la tête des gouvernements mentent d'une façon ouverte et concertée aux populations en vue de faire passer le bien suprême du système à venir du gouvernement mondial, mais aussi en vue d'excuser la disparition de dissidents ou de groupes radicaux. Il existe en effet une différence entre les nouvelles données par les médias et ce qui se passe réellement dans les coulisses. Les versions rapportées officiellement ont été pensées, structurées, afin de nous donner une apparence de la réalité qui n'est jamais la réalité, par une manipulation aussi ouverte de l'information nationale et internationale, on réussit à justifier la disparition d'un individu ou d'un groupe d'individus en les faisant passer pour des radicaux, des terroristes, alors que très souvent le seul danger que représentent ces personnes est uniquement en fonction de leur impact sur les populations par rapport à ce que ces gens veulent imposer comme nouvel ordre mondial. Vous êtes conscient que la grande majorité des Américains ne cherchent que la paix et la sécurité. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont virtuellement fait de leur gouvernement un nouveau Dieu vers qui ils se tournent pour subvenir à leurs besoins. Nos leaders du nouvel âge et nous, leurs soldats, leurs bras et jambes, c'est-à-dire les policiers et les militaires, nous tenons prêts à donner aux masses ce pourquoi ils prient. Notre rôle à l'intérieur du système judiciaire d'aujourd'hui est de protéger le plan du système de la mise sur pied du gouvernement mondial et de punir ceux que nos leaders identifient comme les ennemis du système. Ainsi a-t-on transformé le droit et la culpabilité. L'homme qui combattra pour la vérité sera considéré comme un ennemi à détruire. La conspiration de l'âge du Verseau et du gouvernement mondial apparaît comme l'établissement d'une dictature à l'échelle mondiale dont l'idéologie est basée sur l'humanisme et l'antichristianisme. Dans une dictature semblable, l'individu qui, au nom de ses principes religieux, de sa conscience ou de sa foi, s'opposerait au complot contre l'homme et Dieu, sera considéré et identifié comme étant un criminel. On retrouve là ce qui se passait il y a 2000 ans sous l'Empire romain. C'est le même schéma. Et criminel, celui qui s'élève contre l'idéologie gouvernementale établie pour la majorité des gens. Qui étaient ces criminels il y a 2000 ans? C'étaient les chrétiens. Qui étaient les ennemis sous le régime communiste? Les chrétiens. Cette fois-ci, le cadre change et devient international. Tout comme nos collègues soviétiques sous l'éthique de situation de notre nouvel ordre humaniste, nous ne sommes pas limités dans les méthodes que nous pouvons appliquer pour gagner. Nous pouvons procéder à pacifier et sécuriser les masses, donc se débarrasser de tous ceux qui vont représenter un danger pour l'instauration de ce nouvel ordre. Si certains d'entre vous sont encore surpris par ceci, c'est que vous n'avez pas encore compris ce que j'essaie d'expliquer. Vous n'avez pas non plus compris ce que vos enfants ont si bien appris à travers 20 ans de système d'éducation de notre gouvernement. Nous vivons l'ère où les hommes ont placé leur conscience dans le gouvernement au lieu de quelques superstitions appelées divins ou Dieu. Ce sont les anciennes morales religieuses qui ont causé tous nos problèmes.
Un nouvel âge appelle un nouveau système de croyance, un nouveau code moral, une nouvelle religion. Il est agréable de voir presque toutes les religions du monde se regrouper gentiment et unies en se préparant à servir le nouvel ordre mondial. Je voudrais vous présenter le docteur Sidney Simon, un homme très efficace qui mérite une grande reconnaissance pour son travail de rééducation de l'humanité. Il parle simplement et ce qu'il dit est sans équivoque. Il explique aux éducateurs d'enfants à qui il s'adresse que la clarification des valeurs est une méthode pour les professeurs de changer les valeurs de leurs élèves sans se faire prendre. Cela veut dire que sous des nouveaux déguisements, sous un nouveau dialogue, on enseigne de nouvelles valeurs sans que les enfants et les parents s'en rendent compte, et sans que les éducateurs puissent être accusés de quoi que ce soit. Le résultat est garanti, un affrontement entre les enfants et les parents. Donc la clarification des valeurs est un autre terme pour éthique de situation. L'enseignement doit faire comprendre que l'important n'est pas les valeurs que l'on choisit, mais de les choisir librement par vous-même sans pression des parents, prêtres, amis ou sociétés religieuses. La vérité est personnelle et toute relative. Les architectes du programme d'enseignement du nouvel humanisme dans les écoles du gouvernement doivent être remerciés pour avoir remodelé les valeurs de ces futures générations. Quand la loi nationale des garderies sera adoptée, ce sera un grand jour pour les humanistes et les proposants de la paix mondiale. Nous pourrons accomplir notre objectif une fois pour toutes lorsque nous aurons l'attention des enfants en âge préscolaire de 6 à 9 heures par jour. Regardez ce que nous avons entrepris avec les groupes plus âgés de la jeunesse américaine. Ces garderies auront pour mission de préparer la jeunesse intérieurement à l'acceptation du gouvernement mondial. C'est ainsi que les émissions dites populaires et niaiseries, de jeux basés sur l'argent, sont appréciées d'un public conditionné qui apprécie l'émission en fonction des nouvelles valeurs antichrétiennes et humanistes auxquelles ils adhèrent inconsciemment. Les gens ainsi conditionnés fuiront la réalité et la vérité, ils auront peur. Nous aboutirons à une armée de schizophrènes et de zombies. Il va de soi qu'une telle société exigera une nouvelle forme de police. Un de nos éducateurs de l'humanité m'a dit il y a quelques semaines que les religieux américains d'antan n'en croiraient pas de leurs yeux de voir les changements que nous nous sommes permis. Cette personne avait raison parce que nous avons mis le futur non pas sur le gouvernement mais sur la capacité de tous et chacun de nous gouverner nous-mêmes, de nous soutenir nous-mêmes et ainsi de suite. C'est pourquoi le gouvernement mondial est bon pour tous. Les Américains ne désirent plus assumer les responsabilités de ce gouvernement actuel. Heureusement pour eux, il y a une toute nouvelle génération de leaders et de gens au gouvernement soucieux de s'occuper d'eux malgré leur consentement. S'agissant de la main-d'œuvre policière, comme les citoyens abandonnent par peur de plus en plus de leurs droits, de plus en plus de policiers sont nécessaires afin de superviser les activités de cette population, afin qu'ils demeurent en sécurité. La construction de l'État-providence engendre des troubles dans la société, d'où un renforcement des membres de la police. Qui aurait pensé il y a 100 ans que l'intégration de la peur de tout serait la réponse à l'établissement du nouvel ordre mondial ? Le mérite de ces innovations revient aux libres penseurs de la dernière génération d'avoir réussi le coup de maître de faire en sorte que la peur serve de mécanisme de base pour permettre n'importe quoi au plan des populations. La vieille génération n'aurait pas accepté ce nouvel ordre des choses, ces nouvelles valeurs. Heureusement, cela n'a pas posé trop de problèmes parce qu'ils sont rapidement remplacés par la mort ou la retraite. Il n'en restera plus aucun d'ici 7 à 8 ans, soit 97-98, soit 1997-1998. Nous avons l'assurance que tous ceux qui avaient des valeurs morales chrétiennes n'auront plus aucun poste clé dans le gouvernement dans les domaines exécutifs, judiciaires et militaires. Donc à ce moment-là, l'établissement d'un nouvel ordre mondial ne trouvera plus aucun obstacle. Au même moment, les agences de police essaient par nécessité de filtrer les individus qui croient aux anciennes valeurs traditionnelles et de ne pas les engager. C'est pourquoi on a changé les valeurs du système d'éducation, afin que les jeunes qui entrent dans la vie active soient imbus de principes humanistes et aient rejeté toutes les valeurs et superstitions chrétiennes. Ceci doit être fait parce que nous savons que les religieux ne feront pas les choses qui leur seront demandées sous le nouveau système. Pour ceux qui restent attachés au fondamentalisme religieux de l'ancien monde, et sont tranquillement mis de côté sous toute forme de prétexte de la part des nouveaux dirigeants. Par exemple, l'abaissement de l'âge de la retraite est une mesure qui nous a permis et rend aujourd'hui possible l'élimination de tous ces individus qui ne sont pas imbus de nos valeurs humanistes. Certains des officiers de l'ancien temps se plaignent et font valoir que ce type de discrimination est anticonstitutionnel et immoral. Mais nous savons qu'ils ont tort. Sous l'éthique de situation, toutes les choses sont morales du moment qu'elles avancent vers le but.
Ainsi, ces officiers ne sont pas retirés pour une cause diabolique, mais parce qu'ils sont jugés non fonctionnels pour accomplir les tâches qui seront exigées d'eux. L'Ancien Monde avait compris que c'était le plus grand des péchés que de mentir à leur Dieu. Les générations de dévots qui vont rentrer dans le nouvel ordre mondial doivent comprendre que le plus grave des péchés est de mentir à leur nouveau Dieu, le gouvernement. L'individu n'existe pas. Seul compte l'intérêt du gouvernement mondial, et donc le socialisme et le communisme. Toute déloyauté de la sorte viendrait à l'encontre de la marche vers le progrès engagé par ceux qui mènent la gloire du nouvel ordre mondial. Nous ne sommes pas préoccupés avec quelque résistance au nouvel ordre, car par nécessité pratique, leur destin a déjà été simplement établi dans le plan. Nous avons parlé de ce plan en développant le microchip et le programme des camps de concentration mis sur pied en Amérique du Nord avec une technologie extrêmement avancée. Ce qui nous préoccupe le plus en ce moment, c'est que les masses obéissantes comprennent qu'il est néfaste pour le progrès de suggérer que leurs superviseurs, les membres des gouvernements des Nations Unies, se complaisent sous la pression et la futilité de ces superstitions d'ordre et morale désuètes. Il y aura des changements difficiles pour ceux qui auront à faire face et entrent dans cette nouvelle société. Sur ce sujet, nous pouvons assurer au peuple qu'il n'y aura aucun compromis. Merci de m'avoir écouté, que la bénédiction du nouvel ordre mondial vienne rapidement sur vous. Alors là maintenant c'était la fin de cette conférence de ce mondialiste. Cette entité que l'on appelle l'ordre mondial, la force, le grand architecte, s'appelle en fait l'antéchrist. C'est à la fois une personne et à la fois un gouvernement et un état d'esprit. Conclusion de Serge Monast. Il est évident que les architectes du nouvel ordre mondial entendent nous imposer un gouvernement mondial par la force pour l'été 1999. L'article 1 des Illuminés de Bavière dit ceci. Notre mot d'ordre est forcer et faire semblant. Seule la force triomphe en matière politique, spécialement si elle est cachée dans les talents des hommes d'État. La violence doit être le principe, la ruse et le faire semblant la règle pour les gouvernements. En d'autres termes, on revient aux mêmes lignes de conduite utilisées en 1917 pour instaurer le communisme. C'est ce qu'on appelle être liquide. Être liquide, s'adapter à toutes les situations. À propos de l'avenir de la Russie et de Jirinovski, dont l'ascension politique est fulgurante, on a pu remarquer qu'au cours de ses déplacements en Europe fin 1993, il portait des roses et des fleurs rouges à la main gauche. C'est un symbole de reconnaissance internationale connu de certains initiés. On peut penser par exemple au Parti socialiste français avec Mitterrand qui a fait changer le logo du Parti socialiste. Fidel Castro en portait, le président Mitterrand également. Les grands hommes politiques identifiés au groupe internationaliste sont servis de ce symbole de reconnaissance une fois qu'ils ont été portés au pouvoir. Tout simplement, c'est le symbole de la Rose-Croix. Vous savez, la rose représente la science au-dessus de la croix. Voilà, on dépasse les croyances et on dépasse la religion. Ici, on peut donc entrevoir l'avenir qui attend la Russie. Cette force nationale soumise à l'ONU se constitue au même moment où apparaissent les conséquences d'une crise économique sans précédent. Les problèmes sociaux vont augmenter, les coupes budgétaires vont étrangler les peuples, les gouvernements vont se voir dans l'incapacité d'apporter la moindre solution parce que celles-ci sont rejetées par le FMI. Les sociétés vont se retrouver dans un état de crise politique, sociale, et les avoirs des peuples vont disparaître dans une crise financière terrible qui commencera au Japon, peut-être par un tremblement de terre aux conséquences incalculables. Dans un tel contexte, il est prévu que les peuples se tournent vers les Nations Unies. Cet appel serait le prétexte pour établir le gouvernement mondial. C'est précisément à ce moment propice où les peuples seront mis à genoux malgré eux que tout le mécanisme de la haute technologie et du microchip biologique d'identification internationale serait imposé. Avant, tout doit être prêt de manière à ce que les gens l'acceptent pour la sécurité, la stabilité et pour la paix, d'où le chaos qui prend forme. Mais l'homme exerce sa liberté dans la liberté de Dieu. Aussi, chers lecteurs, ayez l'assurance que ce système apparemment parfait ne se réalisera pas aux dates prévues. L'étude relative aux prophéties y répondra. Nous vivons déjà visiblement les manipulations du pouvoir occulte. Elles aboutiront aux guerres civiles, à la Troisième Guerre mondiale, selon le plan que je vous ai exposé. Mais Dieu interviendra souverainement et les héros de l'ordre mondial seront châtiés, même s'ils se sont réfugiés en Australie, persuadés d'être à l'abri du conflit qu'ils ont allumé depuis 1991 au Golfe Persique. Donc voilà, c'était la conclusion de Serge Monast. Et ensuite, il y a une annexe sur la micropuce et la marque de la bête par le docteur Carl Sanders, que je vais vous lire, qui est relativement courte.
Voici la traduction d'extrait d'un article publié dans le numéro de juin-juillet 1994 de la revue Nexus, revue australienne. C'était le témoignage du docteur Carl Sanders qui était chargé de concevoir la micropuce électronique. Le docteur Sanders est un ingénieur électronicien, inventeur et expert, conseiller auprès de nombreuses organisations gouvernementales et de compagnies telles que IBM, General Electric, Honeywell et Teledyne. Alors voilà, on va citer le type. J'ai consacré 32 années de ma vie dans la conception électronique, concevant des micropuces dans le domaine biomédical. En 1968, je devins impliqué presque par accident dans un projet de recherche et de développement concernant un pontage spinal pour une dame ayant l'épine dorsale rompue. Nous recherchions comment pouvoir relier les nerfs moteurs. C'était un projet qui nous emballait tous. Il y avait 100 personnes impliquées et j'étais le principal ingénieur en charge du projet. Le projet aboutit à la micropuce dont nous parlons maintenant, une micropuce que je crois être la marque de la bête. Cette micropuce est rechargée par les changements de température du corps humain. Évidemment, vous ne pouvez pas aller à l'intérieur de votre corps et changer vos piles de temps en temps. Alors la micropuce a un circuit de rechargement qui fonctionne selon les changements de température du corps. Plus d'1,5 million de dollars furent dépensés pour trouver les deux endroits sur le corps humain où la température change le plus rapidement. Le front, premier choix, tout juste en bas de la naissance des cheveux, et le revers de la main, position de rechange. Travaillant sur cette micropuce, nous n'avions aucune idée qu'elle deviendrait un moyen d'identifier les gens. Nous considérions ce projet comme étant une chose très humanitaire. Notre équipe était composée de gens provenant de l'université de San José, des compagnies Motorola, General Electric, du centre médical de Boston. En fait, c'était tout un groupe de compétences. Comme le projet de micropuce commençait à évoluer, vint un temps où on nous dit que les pontages à la colonne vertébrale étaient une chose qui ne rapportait pas assez financièrement pour qu'on s'en occupe et qu'on devait donc considérer d'autres utilisations pour cette puce. Nous avions remarqué que la fréquence de la micropuce avait un grand effet sur le comportement humain et on orienta alors nos recherches sur la possibilité de modifier le comportement humain avec la micropuce. Le projet se transforma presque en acupuncture électronique parce qu'il résulta à installer une micropuce qui émettait un signal qui affectait certaines parties du cerveau. On démontra qu'on pouvait provoquer des changements de comportement avec cette micropuce. Un de ces projets sur le comportement fut appelé le projet Phoenix, concernant les vétérans de la guerre du Vietnam. Nous avions une micropuce que nous appelions la micropuce Rambo. Cette micropuce pouvait causer un flux supplémentaire d'adrénaline. Il y a 250 000 pièces dans la micropuce, y compris une petite pile au lithium. Je me suis battu contre l'usage du lithium en tant que source d'énergie pour ces piles dans le corps humain, mais la NASA se servait beaucoup de lithium en ce temps-là. C'était la chose en vogue. J'ai demandé à un docteur du centre médical quel effet cette concentration de lithium dans le corps humain pouvait avoir si la micropuce se brisait. Il me répondit que cela produirait une grave plaie douloureuse et remplie de pus. J'étais présent à une réunion où la question suivante fut posée. Comment pouvez-vous contrôler un peuple si vous ne pouvez pas les identifier ? Des gens comme Henry Kissinger et des personnes de la CIA assistaient à ces réunions. Comme nous développions la micropuce et que la question principale était de se servir de cette micropuce comme carte d'identité ou moyen d'établir l'identité des gens, plusieurs choses nous furent demandées. On voulait que soit compris sur la micropuce le nom et le visage de la personne, son numéro de sécurité sociale, incluant les codes internationaux, ses empreintes digitales, sa description physique, la généalogie de sa famille, son adresse, son occupation, des informations concernant ses rapports d'impôts et son dossier criminel. J'ai assisté à 17 réunions à travers le monde, à Bruxelles, au Luxembourg, etc., où ces sujets furent discutés dans l'esprit d'un gouvernement mondial et d'une monnaie mondiale. Il existe présentement des projets de loi devant le Congrès américain qui permettront d'injecter la micropuce à votre enfant dès sa naissance pour des fins d'identification. Le président des États-Unis, selon l'article 100 de la loi sur le contrôle de l'immigration de 1986, a le pouvoir de décider toute forme d'identification qu'il juge nécessaire, que ce soit une marque invisible tatouée ou une micropuce insérée sous la peau. Alors je pense que vous devez regarder les faits en face, les amis. Cette micropuce ou la marque de la bête n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître tout d'un coup, ça fait des années que c'est en préparation. Docteur Carl Sanders. Nous ne sommes donc pas très loin du carnet de santé à puce. Citation de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 15 à 17. La bête qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ont mis une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne put acheter ou vendre s'il n'avait pas la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom.
fin de la lecture du PDF. Je vous remercie.